Je suis la loi. Alors, bienvenue en Seine-Saint-Denis. Ce soir, nous allons vous parler d'un ciné... Ah, la tienne déjà pour commencer, bien sûr. Okay. Un film qui date de 1995, réalisé par Monsieur Cannon, un réalisateur inconnu du grand public, mais qui a fait jouer probablement un des rôles les plus fun de Sylvester Stallone, à savoir... Non, à Sylvester Stallone. Ah, Sylvester, bon, vas-y, fais-le. J'arrive pas à faire ça. Bon, en gros, ce soir, donc pour la première dans Droit au cinéma, Droit au cinéma, oui. on va vous parler d'un film qui nous a... Je pense qu'il nous a fait... il nous a payé une belle tranche de rigolade. Plus qu'une tranche de rigolade, ce film est pour moi devenu un des monuments de Stallone, et je n'ai pas d'autre mot à dire. Voilà, Judge Dredd. De 95, pas le remake, attention. Voilà, pas la mec. Alors, on pourrait clairement vous faire un top 10 des punchlines les plus improbables de ce film. Parce que... En fait, il faudrait montrer ce film, il faudrait que les profs... Tu pourrais faire en fait un cours d'introduction au droit en sous-titrant les chapitres avec des punchlines de Stallone de ce film. Ça serait extrêmement drôle, mais faire le lien entre ce titre-là, qui peut correspondre au punchline de ce film, et le contenu... Non mais tu sais, enfin, bouquin d'introduction, moi je m'entends, un bouquin d'introduction aux études juridiques. Oui, oui, non, j'ai bien compris l'idée. Non, tu sais, d'introduction aux études juridiques, c'est-à-dire vraiment un truc de qu'est-ce qui va vous arriver, machin, des choses comme ça, quoi. Ce qui pourrait être vachement bien, soyons clairs, hein. Et je pense que le film peut t'apporter plein de conseils, entre guillemets, de gros guillemets, pour tes études de droit. Et voilà. Plein de conseils pour tes études de droit. Bon, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec Louis, mais bon, je vois que nous sommes dans le second degré. Franchement, il y a une série de punchlines. Là, je pense que la meilleure, on est d'accord, c'est le fameux... à la fin. Oui. Ok. Le très fameux... Je savais que vous alliez dire ça. Ah oui, alors... Non, désolé, celle-là, alors. Elle est mythique. Oui, bon, ça va être absolument mythique. Mais après, pour essayer de recontextualiser un peu le film, on va reprendre un petit peu rapidement parce que bon, comme Louis vous l'a très bien dit, alors, ce film... Déjà, c'est un film qui est adapté d'une BD, d'un comics. Tout à fait, oui, qui est donc le personnage de Judge Dredd. Mais lui est un plus gros expert de comics que moi, donc du coup, ça, je vous laisse complètement cette partie-là. Tu maîtrises mieux parce que je ne maîtrise pas du tout les comics. Ah, moi non plus. Bon, non, c'est juste ce que j'ai vu au début du film. Non, c'est pas le comics, oui, bon, voilà. Effectivement. Oui, alors, non, par contre, je suis désolé, vraiment, moi, je ne connais pas, je ne suis pas un lecteur de comics, je suis très peu un lecteur de BD, plus un lecteur de manga, et ça commence un peu à l'été. Voilà. Je suis plus un lecteur tout court, mais à la rigueur, plus de l'heroic fantasy. Bon, sauf les bouquins sérieux, hein, bien entendu, mais plus un lecteur d'heroic fantasy. Alors par contre, oui, clairement, moi, si j'avais envie de faire un parallèle avec une œuvre littéraire d'heroic fantasy, je sais pas si tu connais les Annales du Disque Monde. J'avais beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les ouvrir. Je t'embrasserai. Moi, il me fait vraiment penser à un des personnages, donc, qui est le commissaire Wimmer, et qui a une phrase qui résume assez bien sa psychologie. C'est qu'une personne innocente est juste un coupable dont il n'a pas trouvé les faits qui l'incriminent. Enfin, à peu près comme ça. C'est à peu près l'idée, je vois ce que tu veux dire. C'est à peu près l'idée de Judge Dredd. Hein, il y a une phrase, il y a une formule comme ça dans le film où il explique qu'en gros, l'innocence n'est que l'absence de... Ce n'est pas un état constant, c'est juste l'absence de preuve d'un délit. Ouais. Voilà. Bon, ce qui vous pose le film. Hein. Alors, on va juste poser le contexte. Je vais poser le contexte, après tu t'en parles un peu, tu développes. Sur le contexte, oui, si tu veux, pas de voilà. Le contexte, c'est quoi? Il y a eu une guerre nucléaire. L'humanité a pas mal morflé, hein, vu la tête des gens. Les États-Unis ont regroupé 65 millions de personnes dans New York, dans l'ancienne New York, qu'ils ont barricadé derrière des murailles assez impressionnantes pour
Vas-y alors. Alors, le film se passe au 22e siècle, après Jésus-Christ, non c'est pas drôle. L'humanité a été ravagée par des guerres atomiques et les rares survivants ont réussi à se réorganiser dans différentes très grandes cités qu'on appelle des mégalopoles. Et comme l'a très bien dit Louis, on se situe dans l'ancienne New York, qui s'appelle aujourd'hui Mégalopole One, qui est en fait la plus grosse mégalopole, qui serait un peu celle la capitale un petit peu du monde, de ce monde post-apocalyptique. Et là où effectivement tu as raison, où les gens ont l'air d'avoir sérieusement morflé, c'est tout simplement parce que c'est une ville qui est une sorte de superstructure organisée plus ou moins de manière assez anarchique, et donc les gens qui vivraient au ras du sol seront généralement plutôt des personnes de très pauvres et qui seraient dans des milieux de très haute délinquance. Après, ça peut se rapprocher de plein d'autres films de science-fiction. C'est la même chose quasiment dans Blade Runner. Oui, complètement. C'est à peu près la même chose à un niveau différent, mais c'est un peu la même chose dans les Star Wars et les Valérians. Oui. Dans le Valérian qui est sorti. Moi je vois plus Elysium. Oui, Tu vois, un film très moderne, Elysium. Non, totalement. Le cinquième élément. Oui. Clairement, je ne sais pas lequel a inspiré l'autre. Mais bon, le cinquième élément fait partie de mon enfance. J'ai revu des scènes du cinquième élément. Quand ils sont dans la course c'est mi-cinquième élément, mi-Star Wars. Moi je dirais que c'est cinquième élément avec moins de budget. Ah oui, alors aussi. non, par contre, oui, clairement, vous vous attendez pas si vous voyez ce film. Hein. L'idée, c'est Regardez-le. quand même un petit peu de conseiller des films, ou pas. Alors là, clairement, allez-y. On va développer. Par contre, vous attendez pas à du budget. Hein. C'est... Alors, en fait, ce film, c'est à peu près déjà une des premières critiques qu'on peut lui faire. Bon, déjà, il s'est fait défoncer par les critiques. Il est à 17% sur Rotten Tomatoes. Il a 5 sur 10 sur Sens Critique. 5.2. 5.2, d'accord. Et 2,5 sur 5 sur Allociné. Bref, il n'est pas du tout considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, à bien des raisons. Mais nous, ce qui vraiment nous a littéralement fouetté le visage, c'est que c'est un film où, s'il a eu du budget, on ne sait pas où il est passé. Voilà. Probablement dans le cachet de Stallone, allez savoir, ou dans ses stéroïdes, j'en sais rien. Mais, je suis dur. Vraiment qu'on parle de quelque chose de dur, t'es sûr? Me lance pas là-dessus, Richard, tu sais très bien que ça va mal finir. Du coup, non, voilà, c'est à peu près un des premiers défauts, mais justement, ce manque de budget-là fait partie vraiment de toute la... Moi, de ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que ça fait partie vraiment de toute l'ambiance de ce film. On est à peu près à ça d'un nanar délicieux. Voilà. Non, mais par contre, c'est pas un navet. J'ai pas dit que c'était un navet. Voilà, non, mais c'est juste que généralement, quand le film loupe le nanar, ça devient un navet. Il tombe très facilement dans le navet. C'est pas un navet non plus. Du tout. C'est un film qu'il faut prendre littéralement comme une série B. Série B divertissement. Voilà, c'est pas du tout un film qui a une ambition intellectuelle ou autre, ou une ambition tout simplement de devenir un grand film. Ça, c'est sûr. Par contre, ça fait le job. C'est-à-dire que si vous y allez pour voir, et je crois qu'il y avait une stat, c'est sur Allociné, où effectivement il a que 2,5 sur 5. Par contre, il a 86% de personnes qui l'ont aimé. Tout à fait, oui. Voilà, si vous allez voir le film, attendez-vous à voir un Stallone avec des punchlines de l'espace, avec du tir, mais de partout. Et par contre, avec pas trop de budget, avec un scénario qui tient sur la moitié d'un timbre poste. Non, là t'es un peu dur. Le scénario est un peu plus complexe quand même. Ok, oui, bon, d'accord, ok. Non, c'est pas juste un héros doit sauver la princesse. On n'est pas dans Mario là, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus développé. Ah non, c'était méchant, tu es ami Stallone. Stallone, tu es méchant. Tu résumes trop simplement ce film. Non. C'est... Il y a des films où vraiment t'as ça, c'est dès le début. Moi je pense notamment aux Expendables, qui sont des films d'action. J'ai pas envie de qualifier de série B à cause du budget, mais dès que tu vois le film, dès que tu commences le film, tu vois immédiatement que ça va être Stallone et ses potes qui vont dézinguer tout et n'importe quoi. Pourquoi? Pour être méchant. Ça c'est dans ce Expendables. Oui, mais c'est le contrat du film. Et c'est exactement la même chose avec Judge Dredd. C'est le contrat du film, c'est film à punchline, film avec Stallone, et film divertissant. Parce qu'on a passé, attention, on a passé un super moment. Bien de le on en sort,
Tout juste. On vient de le mater, c'était vachement sympa. Ouais. Et j'imagine, et franchement, j'imagine les gens qui l'ont vu à l'époque sur grand écran. Ah mais ça devait être magique. Ça, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû dire oh et puis merde. Voilà, bon. Après, alors, on va rentrer un peu plus sur la question qui nous intéresse dans cette émission, c'est comment est représenté le droit au cinéma. Par Stallone ici. Voilà, le droit et la justice. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans cette nouvelle société, les juges sont tout à la fois... Alors, c'est très bien expliqué d'ailleurs. C'est franchement un exemple d'intro. Alors là, par contre, il faut quand même dire les choses, c'est que le film fait bien ses actes. Même si au niveau technique cinématographique, le fait de mettre ce genre de petits cartons, c'est à éviter. Oui, mais bon. Ouais, ok. Le carton est excellent, par contre. Voilà, le carton est juste magique. Le carton, franchement, retrouver les cartons sur internet, il est extraordinaire. Il se termine par ces simples mots. Les juges sont à la fois policiers, Juré. jurés et bourreaux. Voilà. Point. Donc vous voyez un petit peu, hein, concrètement, c'est un système quasi totalitaire où avocats, tout ça, théoriquement, ça ne devrait même pas exister. Les flics sont à la fois jurés et bourreaux. En gros, ils enquêtent, ils jugent et ils condamnent. Voilà. Et on ne demandera pas plus à Stallone. Sachant qu'en plus, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a un passage procès dans le film. Où on pourrait se dire qu'à ce moment-là, les avocats interviennent. Sauf que comme il n'y a plus d'avocats, en tout cas, on a conclu qu'il n'y a plus d'avocats. Non, je suis pas d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'avocats au sens profession. Là, oui, non, par contre, effectivement. Il n'y a plus réellement d'avocats. Donc, résultat, ce sont d'autres juges qui font les avocats et les procs. Procureur, avocat. Qui a parlé d'impartialité de la justice ici? Voilà. Oui, alors, sachant qu'on on rentrera plus en détail après sur le procès. Ouais, sur le procès, bien sûr. Voilà. Ce qui est très intéressant également, c'est que le film met dans tout le film, en fait, à mon sens, la vision de la justice de Stallone, qui représente en fait l'idéal du juge intraitable, impartial, c'est le juge parfait, enfin, il est montré comme tel. Oui, non mais là-dessus, ça revient sur beaucoup de choses. Qui est mis en opposition avec d'autres conceptions de la justice. Il y a la conception de ce qui est entre guillemets sa pote, entre guillemets, le son sergent élève, Hachi. voilà, le juge. Le juge Hachi, pardon. Le juge Hachi, qui donc est une... c'est pas une amie de Stallone, c'est une ancienne élève de Stallone. C'est une jeune juge. C'est très dur à dire, jeune juge. Entraînez-vous avec ça, c'est pratique. Voilà. Qui a, je crois qu'elle a 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est sur le terrain. C'est ça, 1 an sur le terrain. Ça fait 1 an qu'elle est sur le terrain. C'est un petit peu Stallone est un peu son mentor. C'est un petit peu son élève, un peu genre son padawan, on pourrait dire ça comme ça. Alors, en fait, très précisément dans le film, ils l'ont dit dès le départ, le personnage que joue Stallone se fait appeler le juge Dredd, ou Judge Dredd en anglais. Et en fait, c'est son nom. Oui, mais sauf que son nom, en tant qu'acteur, c'est Stallone. Donc dans le film, c'est Judge Dredd. Voilà. Donc, quand il est Judge Dredd, en fait, il est reconnu comme étant probablement le meilleur juge de toute Megalopole One. Voilà. Donc, il est quand même considéré comme étant la légende, le machin. Et du coup, effectivement, le personnage de Hachi, le personnage du juge Hachi, se présente à lui en essayant de lui demander comment il fait pour ne pas être humain. Et en fait, ça, c'est à peu près, on va dire, une des thématiques sous-jacentes du film, pour donner un côté un peu réfléchi, intellectuel à ce film, parce que là, clairement, on est en train de tirer un peu quand même. Oui, tu peux. Non, parce que concrètement, c'est Stallone qui prend des flingues avec des costumes achetés à la Foire du Trône, hein, faut pas déconner, qui désigne tout ce qui bouge avec tellement de punchline. Attends, des costumes achetés à la Foire du Trône, mais des costumes qui sont hyper classe. Ça, c'est quand même le rêve de tout gangsta. Il a des chaînes en or partout, des gros pectoraux, enfin, des gros trucs. C'est très très drôle. Mais bon. Voilà, c'est Stallone. Voilà, Stallone joue de mécanique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est toujours en opposition. Donc, la première fois qu'il y a une opposition de justice, de conception de la justice, c'est effectivement le côté très déshumanisé de Stallone par rapport au côté beaucoup plus
comment dire, le Hachi a un vrai doute sur la nécessité de l'exécution immédiate de la peine. Donc clairement, Stallone tue tout le monde quasiment. Il pacifie même, avec ouais, son pacificator 2, voilà. Voilà. On va pas creuser 20 ans, effectivement. C'est quoi la punchline? C'est cette pièce est pacifiée. Voilà. Bon, Cette pièce est maintenant pacifiée. Alors, déjà, petit point rapide de prévention. Étant donné qu'on va pas vous faire on va faire une analyse assez globale du film, on va pas trop rentrer dans les détails de tout ce qui se passe dans l'intrigue, même si concrètement on regarde pas le film pour le coup de théâtre, hein, c'est sûr. Donc, il y aura quelques spoils, on prévient quand même. Voilà, oui. Non, ça peut gâcher la surprise, je suis désolé. Non, c'est spoil. Bon, la scène du début avec Hachi, c'est au bout de 5 minutes, 10 minutes de film. Donc, en gros, pour faire la scène d'introduction, concrètement, donc effectivement, on nous met le carton nous expliquant la situation, se finissant par ces mots magnifiques, hein, que les juges sont à la fois enquêteurs, jurés et bourreaux. Et ensuite de ça, on a accès à une fusillade très rapidement dans le film, au bout de quelques minutes de film, on a accès à une première fusillade où on appelle les fameux juges. Donc on a le personnage de Hachi et un rookie. Alors là, ici concrètement, c'est un figurant qui ne sert pas à grand chose. Et qui apparaissent, et là après on nous introduit le personnage de Stallone, donc Judge Dredd, qui arrive et qui forme les renforts. Voilà, qui arrive et qui hurle « La loi, c'est moi !» Voilà, déjà ça pose à peu près le cadre, et qui enchaîne derrière avec « Je suis les renforts ». Voilà. Voilà, c'est un film à boire en famille et à voir entre bières. Voilà, il n'y a pas mieux. Et genre, donc, c'est la première opposition entre ces deux conceptions de la justice. La deuxième conception, à laquelle est opposée la conception de Stallone, c'est la conception de son mentor. Et c'est clairement présenté comme ça. Donc, c'est un autre personnage secondaire du film. C'est donc le juge suprême. Tout à fait, Fargo, qui est... qui me fait immédiatement penser à un film des frères Cohen. C'est pas grave. Le juge... Non. On pourrait l'utiliser d'ailleurs comme support de travail. Hein, il est très très bon le film Fargo. Oui, non, j'approuve. Le juge Fargo, qui est un ancien, donc un juge qui est maintenant âgé, qui doit avoir quoi, 65-70 ans dans le film. Il est appelé juge suprême, il est plus ou moins, il n'est plus du tout sur le terrain, il s'occupe de l'académie des juges. Il forme les nouveaux juges. En gros. Et Stallone, on le voit donc, dès la première scène où ils se sont présentés tous les deux, a un respect immense pour le juge Fargo. Il y a aucune... C'est vraiment son mentor. On comprend dans le film que Fargo l'a pris son aile à l'académie. Donc, voilà. Et Fargo, en fait, pareil, a une conception beaucoup plus humaine de la justice que Dredd et Stallone, et lui aussi questionne la nécessité d'une sanction tout à fait, enfin de tuer les gens en fait. Voilà. Et c'est vrai que la réponse de Stallone, c'est littéralement, c'est Duralex, c'est de l'ex. C'est vraiment, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc je dois appliquer, parce que c'est l'article. Stallone se balade toujours avec son code, son tout petit code. Alors c'est très très drôle, parce que c'est vraiment, le code fait quoi? Ça, il doit être épais comme ça. Le code pénal qui est noir. Code pénal de la cité, qu'à un moment il va appliquer devant les rookies. Il va l'appliquer. Les recrues. Voilà, devant les recrues, il va l'appliquer, et en fait, quand il pose le code, c'est vraiment comme s'il mettait la main dessus pour prêter un serment. C'est la conception. On peut critiquer ce qu'on veut du film et de la prestation de Stallone. Je trouve que son rapport à la justice et à la loi est extrêmement pertinente. Et oui, mais c'est pertinente au sens intéressant. Elle est vachement bien travaillée dans le film. Et ça permet en fait d'enchaîner donc sur la présentation de la loi et du rôle du juge par Stallone au rookie, qui est... Je développe. Vas-y. Alors, en fait, bon, on va recontextualiser. Dès le départ, on nous montre que Stallone, le juge Dredd, exécute la loi de manière nette et définitive, abat tout le monde sans se poser aucune question. Il y a même un moment, toujours au début, où on a un personnage qui a réussi à éviter la fusillade en commettant une infraction. Et Stallone applique quand même la peine qui est de l'enfermer pendant 5 ans pour la simple et unique raison qu'il a violé la loi. D'ailleurs, le juge Hachi, à ce moment-là, donc là on va dire le seul personnage féminin vraiment développé du film,
lui dit que vous connaissez pas les circonstances atténuantes. Donc du coup, la vision qu'on a du juge, c'est un homme qui va appliquer bêtement et simplement la loi, sans s'interroger sur la question des faits justificatifs, ce genre de choses. Bon, vous en doutez bien qu'en droit français, il y a des faits justificatifs, et les juges doivent également l'appliquer. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du film, on va découvrir qu'il est censé faire partie des juges programmés génétiquement. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir après pendant du film. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant dessus, c'est qu'on a un personnage qui est techniquement l'archétype du juge parfait, de celui qui n'est que la bouche de la loi et l'instrument de la loi, face à tout un autre système qui est celui de dire que la loi, certes existe, la loi est dure, mais la loi doit-elle être appliquée aussi durement qu'elle a été écrite? C'est ça. Et Et c'est vraiment le point fort de ce film. À mon sens, pour moi, c'est vraiment le point très très fort de ce film, parce que on montre... Bon, après, c'est un film américain, donc ça c'est intéressant. On insiste vraiment sur le fait que, techniquement, ok, le juge peut bêtement et simplement appliquer la loi, mais qu'aussi, au travers de sa tendance humaine, il peut s'interroger sur son applicabilité. Et du coup, c'est un film qui va chercher à nous montrer, quelque part, bon, indépendamment des scènes de tir, hein, bien sûr, je vous l'ai dit que là, on tirait sévère, hein, on tirait très très fort sur la corde, à nous dire qu'effectivement, quand on applique la loi, il faut toujours faire preuve d'une certaine part d'humanité, parce que si la loi est dure, le juge n'a pas nécessairement besoin de l'être. Et c'est vraiment tout l'intérêt du film en fait. Et j'irai plus loin. D'ailleurs, le moment, il y a un point de bascule dans le film où on va plus en fait la confrontation de la loi, enfin de la conception de la loi à la conception de Stallone. En fait, elle s'efface à partir de. C'est la première partie du film. Au moment où il est accusé à tort. Alors, au moment où il est accusé à tort, je suis d'accord, mais pour moi en fait, le point de bascule. Le moment où Stallone bascule, c'est beaucoup plus subtil. Enfin, c'est plus subtil. Non, c'est absolument pas subtil. Non, on parle de Stallone qui désigne à peu près tout et n'importe quoi avec des punchlines. Donc ne parle pas de subtilité pour ce film. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas subtil, oui, mais c'est quand il est sous la statue de la justice. Oui. C'est la scène, en fait, on va pas vous spoiler, Stallone se retrouve, Stallone apprend des éléments sur son passé, et perd un ami. Voilà. On va pas vous dire qui. Il perd un ami au moment, et on peut dire qu'il en trouve un autre à ce moment-là aussi, d'une certaine manière. Je vois ce que tu veux dire du point de bascule, mais à mon avis, on n'est pas dans un point de bascule à ce moment-là. Parce qu'un autre truc qui est important dans l'histoire... En fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, son ami qui meurt, Stallone se retrouve dans un ancien immeuble où il y a une statue monumentale de Tépis. Donc la... Non, pas Tépis. Vas-y, ça, je maîtrise pas très bien. Pardon. De la déesse de la justice. Je suis désolé, je dis Tépis, mais je crois que c'est pas ça. C'est elle qui tient une balance entre chaque main et qui a les yeux bandés. Voilà, non, une balance d'un côté, une épée de l'autre. Dans le film, elle a deux balances. Hein. Elle a deux balances. Ouais, deux balances. J'ai pas fait attention. Et en fait, son ami lui dit, on a perdu, on a beaucoup perdu quand on a arrêté de suivre une justice qui était aveugle, quand on lui a retiré le droit de juger les gens. Et en fait, pour moi, c'est le point de bascule de Stallone, c'est le point de bascule du film, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on arrête de confronter la conception de la justice de Stallone à une autre conception de la justice, puisque même au moment de son procès, il y a deux conceptions qui s'opposent. Hein. C'est celle de Hachi, encore une fois, qui défend Stallone et qui doute pendant tout le procès, elle doute, même si elle défend Stallone, et celle de Stallone qui lui ne doute jamais pendant tout son procès. Le seul moment où il a une réaction particulière, alors il y a un moment où il est là, je ne sais pas ce qui se passe parce j'ai jamais entendu parler des éléments qu'on apporte. Et le seul moment où il s'énerve, c'est le moment où on le déclare coupable, parce qu'en fait, il comprend pas. Pour lui, c'est absolument illogique. Parce qu'il est la loi. Voilà, c'est justement la première réflexion qu'il a à la fin du procès, lorsqu'il se fait condamner. Il se met à hurler « Je suis la loi et je n'ai tué personne ». C'est mensonge. En fait, il termine par mensonge. ça. C'est plus fort. Mensonge, je suis innocent, je suis la loi. C'est le... En fait, il retourne le truc. C'est-à-dire que il commence par dire que les gens qui l'accusent, qui le condamnent, mentent. Effectivement, il donne la justification, et en fait, il conclut en disant « Et c'est normal parce que je suis la loi. »
le schéma, entre guillemets, intellectuel, entre de gros guillemets là encore, et elle s'en fait raison, c'est ça ne peut pas être vrai parce que je suis innocent. Et là où normalement la plupart des gens s'arrêteraient, puisque ben, voilà, lui il rajoute une couche qui est en fait qui est imbriquée vraiment dans la conception intellectuelle de Stallone, dans sa raison d'être, c'est parce que je suis la loi. Parce que tout le monde me le dit, et parce que d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on m'a. Enfin, comme ça qu'on m'a formé. Après, moi je pense On que a quand il se déformé met l'esprit. dans les je suis la loi, c'est. Bah, disons juste qu'il est convaincu de la cause qu'il poursuit, hein, d'appliquer la loi, etc. Et le fait qu'il a peut-être aussi à un moment une crise un petit peu de mégalomanie, le qui quand même a pas mal de moments, ça aussi. Oui, oui, oui. Plus que Plus, simplement dans la. Là où par contre il devient extrêmement oui. rigolo, extrêmement intéressant, c'est qu'il est condamné, lui-même invoque qu'il Pardon. était innocent, il avance, etc. Et à un moment donné, au milieu du film, il finit par nous balancer la loi ne commet jamais d'erreur. Le film, là-dessus, je trouve que le réalisateur a une pointe de sarcasme magnifique. On a un personnage qui a été condamné à un innocent Ouais, accusé à tort. Deux. Deux Il y a innocents. il y a deux innocents qui sont accusés à tort. Ah non, le deuxième, il est pas innocent. Et on lui a juste refusé circonstance atténuante. Il a commis une infraction, Oui, mais. puisqu'il a détérioré un robot. Oui, parce que le premier personnage, là dont on vous parle, a été condamné pour avoir détérioré un robot pour se planquer d'une fusillade. Voilà. Et en à fait, nécessité, je vais pas vous sortir le texte de tête, je l'ai pas. Mais et ensuite de ça, on a Stallone qui lui a été condamné à tort pour un meurtre. Donc alors, on n'est pas juste, sur le même degré. juste ce qui est magique, en fait, c'est quand Stallone, quand il dit à Stallone, mais comment est-ce que vous voulez que je. Enfin, j'aurais pas pu m'en sortir. La seule chose que j'aurais dû faire, dans ce cas-là, c'est de sauter par la fenêtre. Et Stallone dit, bah, ce que vous auriez dû faire. Non, Stallone dit, vous auriez pu sauter par la fenêtre. Et l'autre dit, mais du 41e étage, ça c'est du suicide. Et l'autre fait, oui, mais au moins ça aurait été légal. Voilà, c'est ça la conception de la justice de Stallone. C'est Parfaitement résumé avec cette réflexion-là. ça. Et c'est vraiment le début du film. Et c'est juste après ça que Hachi d'ailleurs réagit et lui oppose pour la première fois une autre conception de la justice. Et en fait, pour moi, donc c'est vraiment avec. C'est la dernière fois qu'on lui oppose une conception de la justice. C'est-à-dire, on lui a opposé la conception des hommes, Hachi, par deux fois, Fargo. On a vu en application la conception de l'autre juge suprême. Tu parles de Fargo peut-être. Non, l'autre. Ah, Griffin. De Griffin, voilà, qui est beaucoup plus comme celle de... Pour le coup, qui est à la base beaucoup plus comme celle de Stallone, normalement. Et en fait, la dernière fois qu'on lui oppose une conception de la justice, c'est celle de la justice aveugle. C'est celle de la déesse. Et donc, c'est même plus... Là, on parle plus d'une conception individualisée, on parle vraiment d'une conception générale qui dépasse très largement celle de Stallone. Il ne peut plus dire « oui, mais toi, tu as tort parce que tu fais telle erreur, etc. » C'est vraiment... c'est un concept général qui s'oppose au sien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, et c'est la dernière fois qu'on le fait, puisqu'ensuite, on n'est plus du tout dans ce concept-là. Là, on est dans... Ce n'est plus la conception elle-même qui est discutée, c'est les gens qui doivent l'appliquer. En fait, là où le film... On va essayer de synthétiser un peu, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, là, vous devez avoir à moitié quitté la vidéo, s'il vous plaît, lâchez pas. Mais... oui, en fait, c'est très simple. On va essayer de faire une petite synthèse rapide. Dans ce film, ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit le personnage joué par l'acteur Stallone, donc le juge Dredd, un juge implacable qui applique la loi sans distinction, qui n'applique aucun fait justificatif. La loi est dure, mais la loi est la loi, il faut l'appliquer. Par-dessus tout. Ça s'arrête ici dans sa réflexion. Ensuite quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne à laquelle il est en face. Ça, c'est le premier angle. Ensuite de ça, on a le personnage féminin, donc le juge Hachi, et le juge Fargo, du coup le juge suprême dans ce film, qui sont tous deux sur une conception un peu plus humaniste. C'est-à-dire que certes, la loi est dure, mais c'est au juge de veiller à sa bonne application. Et sa bonne application, ça implique une application humaine. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des faits concernant qui peuvent expliquer l'infraction ou pas? Pour moi, ça, c'est la conception de Fargo. La conception d'Hachi, c'est plus le doute. Ça, le doute, c'est plus tard pour moi, Hachi. Hachi, elle reste dans cette conception un petit peu humaine, puisque elle-même, dans le procès, elle fait on n'a pas encore assez d'éléments pour faire appliquer immédiatement la sentence. Donc, elle, c'est la question du doute et de l'humanité. On est toujours dans l'application de la loi. Je suis tout à fait d'accord. Sur l'applicabilité. Et ensuite de ça, on a les autres personnages qui vont commencer à apparaître, qui vont être le méchant du film, accompagné d'un traître, qui justement vont... Et de Random Bonus.
Et de random bonus également. Bon, ça, je Alors, laisse... juste par contre, ce qui est très étrange d'ailleurs, on l'a tous les deux noté dans le film. Mhm. C'est-à-dire que, alors, c'est à moitié un spoil, hein, parce que bon, voilà. Le seul spoil qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a aucune scène. Oui, c'est-à-dire c'est un très bon point du film, c'est que il y a un personnage féminin qui a été très maltraité. Les deux personnages féminins. Ah non, il y a un personnage féminin qui a été très Non, maltraité, non, qui est dont celui qui parle, qui est un Oui. figurant complet dans le film. Oui, qui en fait, pour être précis, est supposée être une scientifique, parce que je peux comprendre, qui voilà, est intégrée par les juges pour Dans s'occuper un projet secret. Voilà, dans un projet secret. On n'en dira pas plus, on va essayer. Voilà, et en fait, le truc, c'est que elle est en opposition avec le méchant pendant, à partir du moment où elle entre Sur en 3 scène. plans. Non, mais enfin, sur 3 scènes. Sur le Oui. moment où elle entre en scène jusqu'à un point de bascule. Point de bascule, noir. Enfin, point de bascule dans le noir d'ailleurs, hors film. Et en fait, quand elle réparait l'écran, c'est littéralement devenu. Alors, elle a perdu toute substance, tout intérêt. C'est devenu littéralement random bonus parce qu'elle a un décolleté de l'extrême. Non mais Dans le cinéma des années 90, c'est pas non plus le Oui. décolleté de l'espace, mais ils se sont rendus compte qu'on est dans un film basé sur la testostérone, Stallone qui désingue pas mal de monde, des méchants dans tous les sens. Elle part d'un décolleté à peu près aussi plongeant que le mien, et elle arrive, plouc. Voilà, avec un Effectivement, décolleté enfin- plongeant. Disons que c'est là où cet instant où je pense que le réalisateur s'est dit merde, on est dans les années 90, tout le délire méga gros, ça manque de boobs. Et donc là il s'est dit on va essayer d'en rajouter un petit peu quand même pour faire plaisir au mâle alpha. Voilà, bon plus ou moins je pense que c'est plutôt ça. Et c'est très C'est bizarre dommage. parce que, oui, c'est dommage parce que le personnage avait un intérêt en lui-même. J'ai l'intérêt, je préfère largement... Non mais oui, non mais Hachi est mieux, ok. Hachi est plus intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, on n'avait pas besoin que ce personnage devienne comme ça. Scénaristiquement, on avait besoin d'un complice qui dure pour le méchant. Oui, ok, mais enfin, oui, d'accord. Bon, Tout simplement. Oui. Genre, à mon avis, c'est juste ça. C'est qu'on avait Oui. besoin d'une paire de loches et, excusez-moi les expressions argotiques, j'adore ça, une paire de loches et un complice pour le méchant. Voilà. Sauf que le film s'est pas embêté à trouver un moyen d'introduire ce revirement. Ils l'ont fait de manière très rapide, Sans justification. sans justification. Voilà. En Enfin, gros, il y a c'est. une justification, en fait, on a une justification pendant toute la deuxième partie, enfin, pendant toute la fin du film, on a une justification en tête, mais bon, voilà. Disons que cette justification est laissée libre cours à l'interprétation de tous ceux qui vont voir ce film. Oui, alors, avec une scène tout à fait malaisante d'ailleurs. Ah oui, complètement. Juste, d'ailleurs, au retour donc en fait de la personne, le On se méchant, perd, oui, on se perd. voilà, bon, bref. Enfin, vous verrez, enfin, moi personnellement j'ai trouvé ça malaisant. Mais bon, après c'est les années 90. Simplement, la chose qui est intéressante quand même, c'est que sur l'évolution des personnages. Alors, bon, les méchants n'évoluent pas. Hein. Et non, Voilà. Stallone non plus n'évolue pas. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est Hachi et le deuxième personnage secondaire gentil, donc sorti du vieux mentor, hein, qui, voilà, le vieux mentor, bon, voilà, disparaît comme tous les vieux mentors, mais il y a un autre personnage plus ou moins gentil, enfin qui devient gentil pendant le film, qui eux évoluent. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une évolution des deux. Hachi, si quand même Hachi devient moins. Hachi est moins dans le doute. Alors, là, clairement, on peut presque parler quand même d'une personne d'une femme, Oui, je crois, qui prend ses décisions et qui les assume en fin de film. Oui. Et qui, en fait, a la volonté d'inculquer, d'imposer presque à Stallone l'humanité du juge. Stallone, lui, Le terme inculqué était bien choisi. voilà, vous comprendrez. Vous comprendrez. Vous Non, comprendrez. là-dessus, je trouve que sur l'évolution des personnages, on Par a... contre, Stallone, zéro. Non, honnêtement, sur tout le film, on va dire que là, ce qu'on a dit tout à l'heure sur justement le débat entre les on va dire trois conceptions, on va dire plus ou moins de la justice, deux conceptions vraiment pertinentes qui est le juge implacable. Et d'ailleurs, quand tu me parlais de la statue de la juge aveugle, en fait, je l'ai pas vu comme un point de bascule où Stallone allait s'interroger, je l'ai vu plus comme un miroir de Stallone, en fait. Il était face à lui-même. Une justice aveugle et pleinement impartiale, avec comme seul outil Oui. la loi.
Bah, Beaucoup la plus. balance, et l'épée. Sauf qu'il y a, oui, Oui, techniquement. enfin, Bon, on vérifierait, mais normalement, il n'y avait pas d'épée sur la statue. Mais c'est à peu près ça qui m'avait vraiment frappé, c'est que on a Stallone qui regarde cette statue, car on a quand même un plan un peu fixe, très intéressant dessus, en très, contre-plongée. très américain. Très américain, concrètement. J'ai rarement vu un plan aussi américain. Je veux dire, il manquait plus que le drapeau, des explosions et un aigle. Un bigargue, pardon, à tête blanche. Un bigargue à tête blanche, pardon. Poursuit. Et pour moi, c'était vraiment beaucoup plus le fait que Stallone était face à lui-même grâce à cette statue. Et que du coup, il se devait de toujours être la justice impartiale Oui, et mais ce que je... aveugle. Oui, mais attention, alors c'est ça aussi qui est intéressant avec Stallone, c'est que le film fonctionne sur deux, donc dans ce cas-là, deux miroirs. C'est Stallone et le méchant, qui Oui. sont en miroir l'un de l'autre. Avec une très très bonne réplique qui nous a beaucoup fait marrer. On l'a dit à la fin. On l'a dit à la fin, on l'a dit à la fin. Voilà. Mais j'ai pas fini mes histoires de conception de la justice. Et effectivement, la conception, mais qui est aussi un miroir déformant, parce que la justice aveugle, on rappelle bien à Stallone que ce n'est pas lui. Oui. Puisque l'enquêteur n'est pas le juge et le juge n'est pas le bourreau. Tout à fait. Voilà. Enfin, je continue. Mais voilà, donc là, on reprend pour la première conception de ce Stallone qui est une justice aveugle. La loi, c'est la loi point à la ligne. Le juge Fargo, donc le mentor de Stallone, et le personnage féminin développé, donc le juge Hachi, eux sont plus dans une conception, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, d'une justice certes dure, mais qui doit être appliquée avec humanité. Et enfin, on a une troisième conception qui est vraiment introduite avec les personnages, on va dire les méchants du film, qui est effectivement de dire que la loi, on s'en cogne, ce qui compte, c'est le pouvoir. Pourquoi? Pour assurer la survie. C'est l'utilité de la loi. Oui. À quoi la loi doit-elle servir? Est-ce que appliquer la loi, ça sert à appliquer des principes moraux humains particuliers? Est-ce qu'on doit appliquer la loi parce que tout simplement c'est la loi? Ou est-ce qu'on doit appliquer la loi ou changer la loi parce qu'on en a besoin à un instant donné par rapport à une société? Et ce qui était très intéressant dans le film, c'était que, ça on l'a pas dit au départ, mais on est face à une situation de surpopulation démesurée. C'était une ville, Megalopole One est censée être une ville censée abriter plus de à peu près 20 millions de personnes. Il y a 65 millions de personnes dans les rues. Et c'est là où le juge Griffin devient intéressant, c'est que lui voudrait trouver une certaine façon de purger la ville pour ramener à son état de départ, pour éviter toute crise. Qui est aussi la position d'un des juges, puisque en fait, il y a un conseil des juges suprêmes, où ils sont 5 au début, puis 4 ensuite. Puisqu'il y en a un qui s'en va. Spoiler, oui. Non, mais bref. Il y a un conseil des juges. Et en fait, dans le conseil, il y en a un qui, au départ, se rapproche de Griffin. Oui. Celui qui est un peu chauve. Oui, bon, un juge secondaire, hein, concrètement, Voilà, oui, dans le film, c'est un perso secondaire. voilà. Mais qui se rapproche à la base, se rapproche des thèses de Griffin en disant on a besoin d'un code beaucoup plus dur, on a besoin de. Sachant que clairement, vu la. Oui, le code plus dur, ça veut dire en gros une balle dans la tête pour n'importe quel délit mineur. Voilà. Voilà, hein, C'est-à-dire la contravention. Enfin, disons qu'au-dessus de la contravention entière, c'est l'exécution. Oui, sachant Voilà. que la contravention routière au 4ème essai, c'est une grenade dans la bagnole. Ouais, mais ça, c'est le juge Dredd, on peut pas lui dire grand-chose. Oui, voilà. Non, vraiment, J'adore cette scène. La tête du type est Ah ouais, absolument c'est magnifique. magique. Oui, non, mais de toute façon, oui, un autre point fort, c'est que le jeu des acteurs. Vraiment. Vraiment. En fait, je vous explique vraiment, moi, ce que j'en ai vraiment ressenti de ce film, c'est que, Pardon. au niveau scénaristique, il est assez intéressant, mais effectivement, il ne transcende pas le truc. Au niveau du traitement des personnages, on est sur des personnages qui réellement n'évoluent pas particulièrement. Les acteurs sont pas vraiment chou, mais bon, disons qu'on n'est pas dans le surjeu non plus. On est. Non, disons qu'on n'est pas face à un jeu d'acteur absolument poignant et passionnant. Ah oui, oui. Oui, clairement. concrètement. Au niveau de tout ce qui est effets spécial, décor, bon, bah le budget est parti dans le cachet de Stallone. Je sais pas trop où, dans quoi il est parti le budget. Mais Et dans bon. les explosions. Et dans les explosions. Voilà. Mais du coup, c'est ça qui fait totalement le charme du film. Hein. C'est que c'est là où justement il a un côté un peu nanardesque. C'est voilà, c'est le jeu des acteurs, c'est les décors, les effets spéciaux. Mais là où nous on peut pas le qualifier de nanar ni de mauvais film, c'est parce qu'en tant que juriste, chez nous, il nous évoque effectivement ces symboles qu'on est en train de vous présenter ici, là, dans cette première chronique. Et puis je suis désolé, c'est pas non plus un nanar. Enfin, moi personnellement, je le trouve pas. Je le trouve pas. C'est pas un nanar.
Enfin, C'est pas un nanar comme effectivement ce que faisait c'est pas- Bruno Mattei, mais c'est pas loin, il y a quand même un petit écart quand même. on sent qu'on est entre le film d'action sérieux et la parodie, et c'est ça qui Oui. fait tout le charme du film en fait. Oui, oui, non, tout à fait. Mais c'était bien géré, moi, je trouve. Non, Oui. et puis bon, Oui, bon. il y a tellement de punchlines Oui, ce qui sauve le film, c'est le scénariste qui a donné les meilleurs punchlines du monde à Stallone. Voilà, déjà, Il y a quelques reprises de punchlines qui sont Non, par non, les non. autres acteurs. il y a Rico qui nous arrive à nous faire... Alors Rico, c'est le méchant, qui nous fait juste une punchline que Louis a probablement déjà mis sur Twitter, et je vous assure que celle-là, elle veut le détour. Je confirme. Hachi, c'est pour toi. Enfin, Maître Scratchy, c'est pour toi. Voilà, Hachi qui concrètement nous a pas fait beaucoup de répliques absolument poignantes. Non, mais par contre, moi j'aime bien j'aime bien quand elle reprend, quand elle dit à Dredd, je savais que vous diriez ça. Oui, En fait, Dredd a plusieurs répliques qui reviennent on un va peu. vous en sortir 2-3 vraiment magnifiques. Voilà, et en fait, non mais qui reviennent très Oui. souvent. Il y a je suis la loi, I'm the law, I am the law. Je suis la loi, c'est moi. Voilà, c'est à peu près ce Ça. qu'il hurle, c'est magnifique. Et il répond assez souvent, il répond 3 ou 4 fois le je savais que vous diriez ça. Voilà, c'est magnifique. Et Hachi, il y a un moment où Hachi l'emploie à Dredd. Elle le dit à Dredd. Oui, donc Je savais que vous diriez ça. Et c'est vrai que Il a été parfaitement placé celui-là. Ah oui, là, elle en a pas beaucoup, Mais mais elles elle sont les bien. place bien. Ah parfait, oui. C'est une Après, très d'élite de punchline. Après oui, la punchline de Rico... En Exceptionnel. fait, le truc, c'est que Rico dit à Stallone, donc le méchant dit à Stallone que ils sont pareils, et Stallone lui répond comme le jour et la nuit. Et en fait, Rico lui dit, Non, je veux la faire. vas-y. Alors pour recontextualiser, donc Rico, effectivement, c'est lui qui est en train effectivement qui participe à modifier le système pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur la loi. Est-ce que celle-ci doit être appliquée parce que c'est la loi ou parce que justement on est pour l'intérêt de la société. Donc on est dans cette idée de complot de changer le système pour améliorer la société. Donc voilà, c'est l'idée de trahison qui est derrière. Et donc du coup, on a un échange, je dirais, venu d'une dimension parallèle, concrètement, entre Rico et Dredd, où on a un Rico qui fait « toi et moi on est pareil ». Bon. De là-dessus, nous avons notre ami Stallone qui lui répond comme le jour et la nuit. Et Rico lui réplique « effectivement, toi tu as détruit ta vie pour épouser la loi, moi j'ai détruit la loi pour épouser la vie ». Voilà. Et cette réplique est magnifique. Même pour vous dire, Louis et moi, quand on l'a entendu, on a dû faire un arrêt, on a fait pause, on respire, on reprend, parce que là c'était quelque chose de mémorable, vraiment. Et ça revient toujours plus ou moins à cette idée, comme on l'a dit au début, crise de surpopulation. J'ai décidé de détruire la loi, une des choses les plus sacrées dans le film, le truc qui est vraiment mis en avant, pour préserver l'intérêt général, presque. C'est comme ça que je l'entends en fait. On a l'intérêt général introduit par la loi ou quelque chose qui se différencie des lois. On va dire qu'au niveau purement réflexion juridique, ce film-là a le mérite de poser ces questions-là. N'apporte aucune réponse constructive. Ah non, Mais oui, clairement, Non, Stallone ne construit rien, il détruit. Hein, c'est-à-dire que même les portes, il se les emmerde. Hein. non, mais même à la fin, alors là par contre, énorme spoil, hein, bref, donc à la fin du film, vous y attendez puisque bon, c'est Stallone donc il survit, et en fait on propose à Stallone de devenir, puisque le conseil a été annihilé, enfin voilà, on propose à Stallone de devenir membre du conseil suprême, et devenir le juge suprême, puisque c'est l'incarnation de la loi, etc. Et en fait Stallone dit, et c'est presque, pour moi, c'est presque, comment dire, c'est... Stop. Excusez-moi, discussion de droit constitutionnel un petit peu improbable. Un dimanche soir, tout va bien. Mais Stallone, en fait, pour moi, c'est presque... Comme j'ai fauté, je ne suis pas apte à devenir juge suprême. Et il le dit, moi, ce n'est pas moi. Moi, je suis fait pour être un juge dans la rue, au cœur de l'action. Stallone, c'est la première apparition de Stallone, qui est mais iconique, mais à un point inimaginable. J'avoue que le plan final... Non, mais le plan autour... Oui, alors le plan final est pas mal. Non, le plan final est épicness. Le premier plan, où il est sous les balles, il y a des explosions partout, ça pète dans tous les sens, et il est debout comme ça en plein milieu de la rue, avec le rookie qui fait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce con? Oui. Pourquoi il se met pas à l'abri? Et c'est lui qui dit,
leurs âmes ont une portée létale que de 300 mètres, ils sont à 200 mètres. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites à vous cacher? C'est à ce moment précis qu'il nous hurle la première vraie réplique du film. La loi, c'est moi, au milieu des explosions et des balles. C'est à peu près toute la puissance de Stallone dans ce film. C'est Voilà. ça. Non, mais, Donc du coup, moi, si j'ai envie de faire une petite synthèse, une petite conclusion. Alors, le film, on vous le recommande très chaudement, mais surtout à ne pas le prendre au premier degré. Non, si vous attendez à une véritable réflexion profonde et philosophique sur le sens de la justice, passez votre chemin. Par contre, effectivement, là où moi je vous le recommande très chaudement, c'est parce qu'on a un Stallone qui est déchaîné, hein, concrètement, qui est extrêmement drôle, avec une quantité absolument phénoménale de punchline. Des jeux d'acteurs qui sont pas spécialement dérangeants, mais pas non plus extraordinaires. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a une belle synergie dans le film. Quoi ? le tout début, quand... voilà. Bref. En bref, privé de joke. Privé de joke. Donc voilà, là où vraiment pour moi le film était très intéressant de manière assez globale, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas un film sérieux. Faut pas le voir comme un film sérieux, mais par contre il vient soulever une vraie thématique très intéressante. Et là-dessus, on vous laisse dans les commentaires pouvoir y répondre si ça vous intéresse de débattre dans les règles de bienséance les plus élémentaires. Nous restons quand même entre gentlemen, évidemment. C'est effectivement, la loi doit-elle être appliquée parce qu'elle incarne l'intérêt général, ou est-ce qu'elle va être appliquée de façon humaine parce qu'elle sert l'intérêt général? Voilà. Et aussi, on vous l'a fait ensemble. Je suis La loi, c'est moi. Ok, juste... D'accord, Vas-y, pardon. J'allais dire peut-être Alors ça, du coup, oui. un indice pour le prochain film. Un indice pour le prochain film. On avait décidé quoi, les gars? Je ne sais plus. Non, on n'avait pas choisi, donc je te laisse choisir. Je te donne Ah! l'indice. Alors, l'indice, un réalisateur fou. J'ai plein d'idées. Bon, bah, ce sera une prochaine fois. On essaye... Bah, moi, ça va être compliqué, mais on vous tiendra au courant. On vous tient au courant. Bon, c'est un des films que je connais le mieux, par contre celui qu'on va recevoir la prochaine fois, et dont on vous parlera beaucoup plus en détail, et on vous remercie beaucoup de votre attention.